Hey, vous aussi Netflix vous sort toujours le film parfait au bon moment où vous avez remarqué que YouTube devine exactement ce que vous allez aimer regarder ensuite. Pas de magie là-dedans, juste du machine learning. Salut tout le monde, moi c'est Bay, je suis ingénieur en IA et mon truc c'est de rendre ces technos complexes simples à comprendre. Je travaille quotidiennement sur ces sujets et croyez-moi, une fois qu'on comprend les principes de base, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Aujourd'hui on va explorer ensemble les différentes façons dont les machines apprennent, pas de termes incompréhensibles, juste des explications claires avec des exemples concrets que vous croisez tous les jours. Vous allez voir à la fin de cette vidéo, vous regarderez toutes ces technos d'un œil nouveau. Allez, on commence. Avant d'aller plus loin, définissons ce qu'est le machine learning ou l'apprentissage automatique en français. C'est la science et je dirais même l'art de programmer des ordinateurs pour qu'ils apprennent à partir des données. Une définition un peu plus formelle qui a été donnée par Arthur Samuel en 1959 dit que c'est le domaine d'étude qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement programmés. Si on prend un exemple plutôt concret, plutôt que d'écrire des milliers de règles pour détecter les spams, ce qui est pas très efficace car les arnaqueurs pourront détecter les patterns et contourner ces règles, on va pouvoir donner à l'ordinateur des exemples d'emails spam et non spam, et il apprend tout seul à les différencier. C'est ça la magie du machine learning, et en particulier de la classification. Mais on verra ça plus en détail. Mais avant d'aller plus loin, faisons un parallèle intéressant. Réfléchissons à comment nous, les humains, apprenons. Parfois, on apprend avec un professeur qui nous guide pas à pas. D'autres fois, on observe et on découvre des patterns par nous-mêmes. Et souvent, on apprend par essai et erreur, comme quand on fait du vélo. Eh bien, le machine learning, ça fonctionne exactement de la même manière. Plongeons dans notre première approche, celle qui ressemble le plus à notre système éducatif traditionnel. Imaginons un professeur qui montre des flashcards à ses élèves. Sur chaque carte, il y a une image et le mot correspondant. L'élève apprend à associer les images aux bonnes réponses. C'est exactement comme ça que fonctionne l'apprentissage supervisé. Dans le monde du machine learning, nos flashcards, ce sont des données qui sont étiquetées. Par exemple, des milliers d'emails marqués comme spam ou non spam, comme dans l'exemple précédent, ou des photos de radiographie, étiquetées comme tumeur ou saine. Il existe deux grandes familles dans l'apprentissage supervisé. Vous avez d'abord la classification. Vous commencez à le savoir, j'aime bien les analogies. Et donc la classification, c'est comme trier votre linge. Vous séparez les blancs des couleurs. La machine apprend à mettre des étiquettes sur les données. Prenons un exemple concret que vous utilisez probablement tous les jours, la détection de spam dans vos emails. L'algorithme analyse chaque nouvel email en se basant sur ce qu'il a appris des emails précédents. Il regarde le contenu, l'expéditeur, les mots utilisés et il décide spam ou pas spam. Les modèles qui sont couramment utilisés pour la classification, c'est la régression logistique qui, malgré son nom, est en fait un classifieur qui calcule les probabilités d'appartenance à une classe. Vous avez également les SVM, les Support Vector Machines, qui eux cherchent à tracer une frontière optimale entre les classes. Si vous ne comprenez pas encore, c'est normal, on verra ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Là, au lieu de mettre des étiquettes, on prédit des valeurs précises. C'est comme quand vous estimez le trafic qu'il vous faut pour aller au travail. Vous prenez en compte plusieurs facteurs, l'heure, le trafic habituel, la météo. Les applications immobilières font exactement ça pour estimer le prix d'une maison, en analysant des centaines de facteurs parfois. La surface, le quartier, le nombre de chambres, etc. Les modèles qui sont couramment utilisés pour la régression, vous avez tout d'abord la régression linéaire, qui est le modèle le plus simple, mais qui est souvent négligé même s'il est efficace, qui permet de tracer une ligne droite dans les données. Vous avez également les régressions polynomiales pour capturer des relations qui sont beaucoup plus complexes, mais aussi les réseaux de neurones qui, encore une fois, sont capables de modéliser presque n'importe quelle fonction. Passons maintenant à quelque chose de plus mystérieux, l'apprentissage non supervisé. Ici, pas de professeur, pas d'étiquette. C'est comme si vous donnez un tas de Lego à un enfant sans lui montrer l'image finale. Il va naturellement commencer à grouper les pièces par couleur, par taille, par forme, et c'est exactement ce que fait la machine. C'est cette capacité à grouper des choses similaires. Un exemple que vous connaissez sans le savoir, quand Spotify vous fait des recommandations de musique. Il regroupe les chansons qui se ressemblent. Les auditeurs qui ont des goûts similaires, c'est du clustering en action. Les algorithmes phares pour le clustering, c'est K-means, qui regroupe les données autour de points centraux, mais aussi DBScan qui est parfait pour détecter des groupes de formes complexes. La réduction de dimensionnalité. Non compliqué, concept simple. Pensez à un résumé de livre. Vous gardez l'essentiel, vous enlevez les détails superflus. En informatique, c'est crucial. Quand Netflix va analyser vos habitudes de visionnage,
Ils vont extraire les informations les plus importantes, vos genres préférés, vos horaires de visionnage, la durée des contenus que vous regardez. Et pour ça, on utilise la réduction de dimensionnalité. Une des méthodes classiques est le PCA, Principal Component Analysis. Cette méthode elle permet de garder les données les plus importantes. Elle est souvent utilisée en amont de l'entraînement des modèles de machine learning pour sélectionner les features les plus importantes. Entre les deux approches précédentes, il existe un compromis intelligent que vous pouvez retrouver en entreprise. L'apprentissage semi-supervisé. C'est comme apprendre une langue en immersion. Vous avez quelques bases, les données étiquetées, et beaucoup de pratiques avec des natifs, les données non étiquetées. Si on prend l'exemple de Google Photos, quand vous identifiez quelques personnes dans vos photos, l'algorithme utilise cette information pour comprendre qui sont ces personnes. Ensuite, il peut les reconnaître dans toutes vos autres photos, même celles que vous n'avez pas étiquetées. C'est puissant et économique, car on n'a pas besoin d'étiqueter toutes les données. Les approches techniques qui sont habituellement utilisées, vous avez le self-training, le co-training, mais aussi les variational auto-encoders. Mais encore une fois, on expliquera ces concepts plus en détail dans une prochaine vidéo. Enfin, parlons de l'apprentissage par renforcement. C'est probablement l'approche la plus proche de comment nous apprenons naturellement. Pensez à un bébé qui apprend à marcher. Il essaye, tombe, se relève, réessaye. À chaque réussite, son cerveau renforce ce comportement. Les robots de Boston Dynamics incarnent parfaitement cette approche. Ces robots qui font par exemple des backflips, ouvrent des portes, maintiennent leur équilibre sur la glace, comment ont-ils appris? Par essai et erreur. Chaque mouvement réussi est récompensé, chaque chute est une pénalité. Il existe plusieurs méthodes pour l'apprentissage par renforcement. Un algorithme clé est le Q-learning, qui est la base historique qui apprend à attribuer des valeurs aux actions en fonction de leur qualité. Mais il existe aussi le PPO, par exemple, qui est le Proximal Policy Optimization, qui est utilisé par OpenAI pour des tâches plus complexes. Avant de terminer, je voudrais expliquer deux méthodes d'apprentissage. Premièrement, le online vs batch learning. Imaginez deux élèves qui préparent un examen. Le premier révise tous les soirs un peu, c'est le online learning, tandis que le second fait une grosse session de révision la veille de l'examen. Ça, c'est le batch learning. L'online learning permet au système d'apprendre en continu, au fur et à mesure que les données arrivent. Le système de recommandation de YouTube fonctionne comme ça. Il s'adapte en temps réel à vos préférences, à chaque vidéo que vous regardez. Tandis que le batch learning, lui, apprend sur l'ensemble des données d'un coup, comme les modèles de prévision météo, qui sont réentraînés périodiquement avec toutes les données historiques. C'est plus lourd et plus coûteux, mais parfois plus précis. Ensuite, vous avez le instance-based et le model-based learning. Cette distinction, elle est intéressante car elle reflète deux façons très différentes d'apprendre. L'instance-based learning, c'est comme apprendre par cœur. Le système, il va mémoriser les exemples et face à une nouvelle situation, il cherche les cas les plus similaires dans sa mémoire. C'est comme un médecin qui se souvient de cas similaires qu'il a déjà traités. Tandis que le model-based learning, lui, il cherche à comprendre les patterns généraux plutôt que de les mémoriser. C'est comme un scientifique qui crée une théorie à partir de ses observations. Pour prédire les prix immobiliers, par exemple, le système il va venir créer une formule mathématique qui relie les prix aux caractéristiques du bien. Et voilà, maintenant vous savez comment les machines apprennent et quel modèle se cache derrière. On a vu qu'il existe plein d'approches différentes, chacune avec ses spécificités. Dans les prochaines vidéos, on va se plonger en détail dans chacun de ces modèles avec du code et des exemples concrets. Si vous voulez comprendre comment tout ça fonctionne, abonnez-vous pour ne pas les rater. C'était Bay et on se retrouve à très vite pour la suite. Bay out.